Pas d'observation, pas d'abstention de votre compte. Il est donc adopté. Alors, avant d'évoquer les points à l'ordre du jour, vous rappelez qu'il s'agit du deuxième conseil communautaire que nous allons organiser sur cette démarche de vote tacite. Nous avions en effet, lors d'un conseil communautaire, révisé notre règlement intérieur. Donc je rappelle que lorsque le service des assemblées vous envoie les délibérations, vous avez donc la possibilité de faire un retour avant une date butoir qui vous est fixée pour nous indiquer quels sont les sujets à l'ordre du jour que vous souhaitez voir ou où il peut y avoir un débat sur ces sujets. Donc j'ai donc eu un retour qui demande à ce que la délibération numéro 25, qui est l'adhésion à l'agence France locale, soit mise au débat, que la délibération numéro 38, validation du dossier de demande d'autorisation du système d'endiguement du trait du Croisic, soit mise également au débat. Et la troisième délibération, il s'agit de la 44, qui est acquisition de la parcelle ZL numéro 103 sur Guérande, réserve foncière. Alors, comme il s'agit du deuxième conseil sous ce format-là, je me permets de demander, est-ce que si toutefois certains ou certaines d'entre vous souhaiteraient voir d'autres délibérations mises au débat? Oui, Norbert Samarin. Alors vous m'inquiétez puisque cette délibération n'est pas inscrite à l'ordre du jour. 22 jours 2022. Eh bien écoutez, merci de cette intervention. Bon, eh bien écoutez, donc je vous rappelle que les délibérations, donc je vais les énumérer dans leur titre une par une et les mettre aux voix immédiatement. Donc je vous propose de commencer par le point numéro 1, qui est l'approbation du compte de gestion 2022 du budget principal. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, approbation du compte de gestion 2022, budget... Monsieur le Président, excusez-moi, pardon. Je ne prendrai pas part au vote de la numéro 2, 3, 4. Il y en aura quelques-unes après, qui concernent l'eau. Oui, qui concerne le service. Donc la 2, 3 et 4. Voilà. Très bien. Merci. Ce sera donc indiqué par rapport au vote. Donc je reprends donc la numéro 3, donc approbation du compte de gestion 2022, budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, donc approbation du compte de gestion 2022, budget annexe SPANC. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 5, approbation du compte de gestion 2022, budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, approbation du compte de gestion 2022, budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Vote contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, approbation du compte de gestion 2022, budget annexe GEMAPI. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, vote du compte administratif 2022, budget annexe eau potable. Donc, y a-t-il... Alors, Madame Hazard ne votera pas non plus cette délibération. Merci. Merci. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité. Point numéro 10, vote du compte administratif 2022, budget annexe assainissement.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Point numéro 11. Vote du compte administratif 2022, budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 12. Vote du compte administratif 2022, budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières au titre de l'exercice 2022. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Affectation des résultats 2022 pour le budget principal. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 15, donc sans le vote de Madame Hazard. Affectation des résultats 2022, budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 16, affectation des résultats 2022, budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 17, affectation des résultats 2022, budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 18, affectation des résultats 2022, budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 19, vote du budget supplémentaire 2023 pour le budget principal. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 20, donc sans le vote de Madame Hazard, vote du budget supplémentaire 2023, budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Point numéro 21, vote du budget supplémentaire 2023 pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Point numéro 22, vote du budget supplémentaire 2023, le budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 23, vote du budget supplémentaire 2023, le budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 24, reversement de la taxe d'aménagement. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Alors, vote contre Joseph David, Christelle Chassé, Alain Fournier, Pierre-Luc, je vois pas tout le monde, mais donc c'est tout le conseil élu d'Herbignac et Joseph David. Ok. Donc, voter à la majorité, reversement de la taxe d'aménagement. Le point numéro 25, donc, comment? Oui, le reversement de la taxe, c'est 5% de ce que la commune collecte globalement sur la taxe d'aménagement qu'elle perçoit. Hein. Point 25, adhésion, agence France locale. Donc c'est un des points qui était mis au débat. Donc peut-être l'élu souhaite intervenir sur ce sujet qui m'a proposé ce débat. Jean-Noël Desbois. Oui, je veux bien intervenir. C'était un peu pour rompre la monotonie du vote systématique. Donc moi, j'ai pas tout compris dans cette délibération-là. C'est
En fait, on met 205 800 € de participation au capital de l'agence France Locale sur 10 ans. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on y gagne à faire ce genre de choses? Moi, je l'ai pas vu, alors j'ai peut-être pas tout saisi non plus. Comment cette somme-là est garantie? Est-ce qu'un jour Cap Atlantique la récupère ou est-ce que c'est à fond perdu? Sous les statuts coopératifs, le capital social est récupérable sous certaines conditions, donc qu'en est-il de ça? Merci. Très bien, merci Jean-Noël Livois. Donc je vais laisser Hubert Delorme vous apporter des précisions sur ce point. Alors, je dirais que le principe d'adhésion à l'agence France Locale, c'est précisément parce que c'est un établissement de crédit. On rentre au capital de cet établissement de crédit et la contrepartie, c'est qu'on a l'assurance d'avoir des crédits qui sont à très bon prix. Vous avez parlé d'une somme sur 10 ans. Faut savoir que dans ce qui vous était proposé, c'était qu'effectivement, c'est une somme qu'on payait, au lieu de le payer d'un coup, on le payait sur 10 ans, ce qui fait une somme relativement modique tous les ans. Et en tant que financier, j'attire sur l'intérêt de l'opération. Hein. Est-ce que vous préférez que je vous prête, si on a convenu ensemble, je suis établissement financier et vous êêtes emprunteur, est-ce que vous préférez que je vous prête 100 000 € tout de suite, ou est-ce que vous voulez que je vous les verse pendant 10 ans à raison de 10 000 € par an? Vous vous rendez compte que ça n'a pas la même valeur en actualisation de flux de raisonner comme ça. Et donc là, c'est extrêmement intéressant, surtout qu'on est dans une phase où les taux augmentent, et c'est-à-dire que le fait de rentrer au capital et de payer sur 10 ans est extrêmement intéressant économiquement, et puis en plus, les prix que donne l'agence France Locale sont plus attrayants, plus compétitifs que ce qu'on pourrait avoir par des établissements financiers classiques. Parce qu'effectivement, à partir du moment où le but de cette agence n'est pas de faire de l'argent, mais c'est d'optimiser, d'être au service de ces actionnaires que sont les collectivités, je veux dire, naturellement, il y a des économies d'échelle. Donc, tous les indicateurs sont ouverts pour dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Les frais de fonctionnement sont payés par les rémunérations des emprunts qui sont faits par les collectivités. Mais je veux dire que c'est un établissement financier créé par des collectivités, géré par des collectivités et sans but lucratif. Donc, il y a tous les indicateurs qui sont ouverts pour dire il faut y aller, hein, c'est extrêmement intéressant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de payer notre cotisation sur 10 ans est objectivement très très intéressant. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions ou si vous en avez d'autres, mais objectivement c'est une opportunité excellente pour la communauté d'agglomération. Oui, très bien, merci. Oui, monsieur Livois. Oui, moi je remets pas en cause du tout ce genre de choses, et en fait la délibération elle est bien sur la souscription du capital, elle n'est pas sur l'étalement sur 10 ans, en fait. Donc, les 200 000 € c'est une dépense, en fait, mais cette délibération-là, elle est bien sur la souscription du capital. Elle n'est pas sur l'étalement sur 10 ans. Alors, l'objet de la délibération, c'est un apport en capital d'un montant de 205 800 € qui est réparti sur 10 années. Mais l'apport de Cap Atlantique est bien un montant de 205 800. C'est le découpage qui nous permet de répartir cet investissement sur 10 années. Après, on peut préciser, Hubert, c'est que aussi, on sait que Cap Atlantique va être appelé sur certains investissements, entre autres l'investissement sur l'incinérateur Rénov', où la collectivité Cap Atlantique va avoir la nécessité de lever du financement. Étant donné notre excellente cotation, ça nous permet en fait, Hubert l'a dit aussi, d'éviter de payer les frais de structure de groupes bancaires, voilà, où c'est aujourd'hui uniquement des collectivités qui sont adhérentes à cette agence France Locale.
Alors, je vais vous proposer donc de mettre ce point en délibération. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 26, donc modification de périmètre fonds de concours 2021 pour la commune de Saint-Liphard. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Modification de périmètre fonds de concours 2022, commune de Saint-Liphard. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 28, référent déontologue des élus. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 29, ligne directrice de gestion, avancement de grade, promotion interne. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. L'actualisation du tableau des effectifs 2023. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 31, une convention de partenariat Région Bretagne, EPCI, sur les politiques de développement économique 2023-2028. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à l'ambition A, un territoire accélérateur de la transition écologique, avec donc les délibérations en lien avec ce point. Donc le point numéro 33, le Croisic, donc arrêt du projet de PLU, avis de l'EPCI Scott et autorisation du Conseil communautaire donnée au président pour signer l'avis. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est le rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable l'année 2022. Donc là, il suffit de prendre acte sur ce point-là du rapport. Ensuite, point numéro 35, rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public des eaux usées année 2022. Là également, il s'agit de prendre acte du rapport annuel du délégataire. Ensuite, point numéro 36, donc qualité de pose ou de rénovation des réseaux d'assainissement financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est l'adoption de la charte qualité nationale des réseaux d'assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 37, convention de financement Civu du port du Pouliguen, complément transfert compétences GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 38, qui va faire aussi l'objet d'un débat et d'échange. Il s'agit de la validation du dossier de demande d'autorisation du système d'endiguement, les traits du Croisic. Donc, je vais laisser aussi l'élu qui m'a remonté, qui est Jean-Noël Desbois. Donc, Jean-Noël Desbois, je vous laisse intervenir. Ah, c'est bon. Oui, ce système d'endiguement, moi je trouve que c'est quand même un gros dossier. Alors, je sais pas, cette délibération, est-ce qu'on valide une étude et une étude sur tous les systèmes de protection possibles? Parce que dans ce dossier-là, on parle beaucoup d'endiguement. Alors, l'endiguement, est-ce que c'est la protection globale ou est-ce que c'est simplement le rehaussement d'une digue? Ça, je voudrais bien qu'on me le précise. Et surtout, à quel code par rapport à Xintia? Et par rapport aux millions d'euros de collectés par GEMAPI par an, comment se répartira cette somme entre la protection du trait de côte et la protection des zones humides? Merci. Alors, juste avant de laisser la parole à José David, là, vous nous faites une interprétation de la délibération qui n'est absolument pas les propos que vous venez de tenir. Il s'agit de transférer la responsabilité et la situation du système d'endiguement actuel sur les traits du Croisic qui est porté par l'ASA,
donc l'association des propriétaires de salines, de transférer l'entretien de ce système d'endiguement actuel à Cap Atlantique. Et que là, pour ce faire, nous avons besoin de demander au service de l'État qui, par décret, une autorisation environnementale pour le mettre en application. Mais l'objectif de ça est de se substituer. Alors, c'était pas une obligation de Cap Atlantique, mais c'est ce que nous avons souhaité travailler en concertation avec l'ASA. Alors, je vous rappelle juste que pour l'ASA, habituellement, Cap Atlantique, chaque année, nous versions une subvention, Joseph, qui était de... Ouais, on a dû donner 253 000. Voilà. Et chaque année, là, on donnait à peu près 120, 140 000, et c'est Cap Atlantique qui, maintenant, accepte d'en assurer la gestion et l'entretien. Donc, il ne s'agit absolument pas aujourd'hui du sujet qui doit être confondu, qui est les études, et qui sont toujours en cours, pour le PAPI numéro 2, et qui, ça, se fait dans un autre temps. Mais là, l'objectif, c'est bien de se substituer à l'ASA pour l'entretien actuel du système d'endiguement. Tu voulais rajouter, Joseph? Oui, je voulais rajouter que, au-delà des aspects liés à la complétude du dossier, la nécessité, c'est de reconnaître l'importance de préserver tous les ouvrages qui viennent d'être décrits par Monsieur le Président, pour la protection des personnes et des biens, mais aussi pour le caractère emblématique et environnemental de ce site. Donc nous sommes pas dans l'urgence, nous sommes dans une continuité, mais comment proposer des choses qui peuvent se faire dans 30 ans avec des budgets colossaux, c'est bien, mais là aujourd'hui il faut agir avec ce que l'on a, avec ce qu'on en a, ce que l'on possède, pour réparer, améliorer, etc. Ce qu'il y a déjà sur le terrain aujourd'hui. Il y a 17 km² à protéger, il y a 12 km² de digues maritimes à protéger, il y a 14 km6 de digues d'étiers à protéger, 4 km6 de digues secondaires à protéger, 13 vannes fermant des étiers en cas de tempête à protéger et à entretenir, et 168 ouvrages traversants. Alors, pour Cap Atlantique, il faut admettre que c'est une augmentation considérable de responsabilité, ça faut le dire, qui imposera des moyens humains supplémentaires. Cap Atlantique le fait de manière volontaire, car nous n'avons aucune obligation en présence d'une ASA de nous engager dans ces nouvelles responsabilités, mais nous sommes aptes à le faire, nous voulons le faire. Et faut l'admettre, c'est une étude d'une rare complexité réglementaire, technique et socio-économique. Voilà ce que je peux dire. À notre connaissance aussi, je voudrais dire aussi que les professionnels de la mer, que sont les paludiers, leur organisation ainsi que les conchiculteurs ne sont pas demandeurs d'un ouvrage démentiel ou pour le moment, et que voilà, nous voulons continuer en accord avec l'ASA et les autres personnes de travailler dans ce sens. Nous sommes là pour la protection des biens et des personnes. Voilà. Très bien, merci Joseph pour ces précisions. Donc je propose de mettre ces délibérations donc aux voix. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le dernier volet qui correspond à l'ambition d'un territoire porteur du bien vivre pour tous, donc le point numéro 39, il s'agit donc du décret numéro 2023-107 du 17 février 2023 qui demande l'exemption des communes d'Herbignac et de Saint-Liphard aux dispositions de l'article 55 de la loi SRU. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 40, il s'agit donc du programme local de l'habitat, donc programme d'intérêt communautaire en matière de logement locatif social pour 5 opérations qui vous étaient présentées. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 41, déclaration de projet au titre de l'article L126.1 du Code de l'environnement
du projet d'extension de la ZAC du Pré-Gauvelin sur la commune d'Herbignac. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 42, il s'agit du rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public des équipements sportifs année 2022. Donc là, il convient aussi de prendre acte du rapport annuel du délégataire. Le point numéro 43, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement d'un itinéraire cyclable à la sortie sud du bourg de Camouel. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 44, qui lui va faire l'objet d'un débat, il s'agit donc de l'acquisition de la parcelle ZL numéro 103 sur Guérande, réserve foncière, projet de territoire. Donc également, je laisse la parole à Jean-Noël Desbois sur ce point numéro 44. Donc, je suis vraiment désolé de vous empêcher de tourner en rond ce soir. Moi, c'est l'achat de cette parcelle-là. Donc, la parcelle est fait 1,88 hectare. Actuellement, la terre agricole, elle vaut 2 000 € l'hectare. Enfin, c'est une fourchette, c'est en gros. Si la collectivité déplace la limite de la zone agricole, pour des projets qu'elle a particulièrement, cela multiplie par 100 la valeur de cette même parcelle, qui fait toujours 1 hectare. Et c'est bien l'action de la collectivité qui lui donne cette valeur. Alors pourquoi donne-t-on toute cette plus-value au seul propriétaire? Alors qu'il y est vraiment pour rien, parce que lui, sa terre, elle était agricole. Si la collectivité ne déplace pas la ligne, sa terre valait toujours 2 000 € l'hectare. Alors que là, maintenant, elle en vaut 200 000. Alors, ça revient à dire que la collectivité a fait payer des impôts à tous les contribuables pour bien rémunérer des propriétaires qui n'y sont vraiment pour rien dans cette plus-value. Merci. Je propose, Norbert Salama, que vous apportiez des éléments de réponse à M. Desbois. Oui, très rapidement. D'une part, il faut savoir que cette parcelle, vous l'avez vu, elle est classée en zone de AU. Donc, elle est susceptible d'être ouverte à l'urbanisation, ce qui forcément change sa valeur. Et quant à ça, deuxième chose, vous avez aussi élément qui vous a été donné, l'avis des domaines. Donc, aujourd'hui, il s'agit avant tout pour Cap Atlantique de constituer une réserve foncière qui présenterait l'opportunité pour un prochain projet, qui présenterait l'opportunité d'une construction ou d'un équipement potentiel, et cela dans le cadre non pas de l'exercice d'un droit de préemption, mais d'une négociation amiable. Et c'est en cela que Cap Atlantique, dans une perspective justement, puisque c'est un peu le défaut dans notre nerf de la guerre, c'est l'absence de constitution de réserve foncière. Et c'est ce qui nous manque fondamentalement aujourd'hui pour mettre en place des politiques publiques. Et cette délibération vient quelque part ouvrir peut-être un nouvel horizon pour Cap Atlantique. Et vous l'avez vu dans les ateliers précédents, puisqu'il était évoqué la constitution d'une foncière. Eh bien, ça vient ouvrir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire la capacité à constituer des réserves foncières qui viendront répondre à des besoins futurs de l'intercommunalité. Donc, à ce double point de vue, c'est-à-dire, si vous voulez, le fait de négocier à l'amiable, dans la forme, et le fait, sur le fond, d'avoir l'acquisition d'une zone de AU et de se conformer à l'avis des domaines, eh bien, ne serait-ce que pour ces deux éléments, cela justifie le prix qui est porté dans le cadre de la constitution de cette réserve foncière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si tel n'était pas le cas, je vous invite à me reposer une autre question. Merci. Non, vous répondez pas vraiment à ma question, parce que le fond du problème, c'est bien que la collectivité, que ce soit pour elle ou pour ouvrir à l'urbanisation, c'est bien la collectivité qui, de par son trait qu'elle déplace sur une carte et qui classe la terre
en possibilité à construire ou possibilité à faire des aménagements pour la collectivité, c'est bien la collectivité qui, en faisant cette action-là, fait passer la valeur de 2000 € l'hectare à 200 000 € l'hectare. Donc elle fait bien, c'est bien la collectivité qui fait le multiplier par 100. Parce que, en fait, elle déplace la ligne de ce qui paraît des terres agricoles avant qui étaient à 2000 et qui sont des terres urbanisables pour des projets qui passent à 200 000. Et une négociation immobilière. Quand vous êtes dans un acte de négociation immobilière, l'acquéreur, le propriétaire se fonde sur la classification de sa parcelle. La classification de sa parcelle aujourd'hui, c'est une zone 2AU, c'est-à-dire ouverte à l'urbanisation. Donc, à ce titre, il se trouve en situation de réclamer un certain montant qui n'est pas celui d'un montant de terre agricole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle, forcément, puisque c'est rendu public, sur laquelle il est susceptible de s'appuyer, c'est le fait qu'il y ait un avis des domaines. Et la troisième chose qui rentre en ligne de compte, c'est que si vous voulez vous rendre propriétaire d'une parcelle qui n'est pas en vente, vous n'avez que le biais de la négociation amiable qui vous soit offert, à moins que la personne fasse la vente de cette parcelle à une tierce personne et que vous exerciez le droit de préemption. Mais en l'état, cette personne n'a pas fait un acte de vente et n'offre pas l'opportunité à l'intercommunalité d'exercer un quelconque droit de préemption, ou plutôt à la commune, puisque le droit de préemption à ce titre reste aujourd'hui communal, et donc il n'offre pas, du fait qu'il ne met pas en vente la parcelle, il n'offre pas la capacité à la commune d'exercer un droit de préemption, et donc peut-être dans un deuxième temps à l'intercommunalité de constituer une réserve foncière, et là, en l'état, au vu de la classification, au vu de l'avis des domaines, cette opportunité paraît d'autant plus légitime, et y compris le prix qui est avancé, parce qu'en réalité, si vous prenez ce prix tel qu'il est au mètre carré, eh bien, si vous le prenez non plus, vous ne le comparez pas non plus à un terre de prix agricole, mais à un terre de terrain constructible, vous verrez que vous êtes très en deçà du prix d'un terrain constructible. Et en cela, l'intercommunalité, en constituant une réserve foncière à un prix très inférieur à un terrain constructible, en ayant potentiellement un terrain constructible, eh bien le contribuable est au contraire protégé dans l'acte de constitution d'une réserve foncière. Moi j'inverse, excusez-moi le raisonnement, parce que nous n'avons pas la même vision des choses quand on rentre en négociation amiable que quand on est à l'extérieur et qu'on attend que les choses se fassent, parce que c'est ce qui nous a conduit ici, l'intercommunalité est une des intercommunalités qui a le moins de réserves foncières et qui nous handicape fortement, notamment quand il s'agit de faire des zones d'extension d'activités économiques et que nous sommes incapables de proposer en contrepartie des zones de compensation à l'État telles qu'il les exige. Et c'est ça notre difficulté. Et aujourd'hui, notre handicap, c'est en raisonnant comme vous le faites que nous n'allons plus constituer de réserves foncières et nous limiter non seulement dans nos activités économiques et dans le champ de notre développement économique, mais aussi en matière de logement et aussi en matière d'équipement. Je trouve qu'au contraire, il s'agit d'une anticipation et d'une négociation qui est non seulement au bénéfice de l'intercommunalité, qui est au bénéfice du contribuable parce que l'acquisition est faite à un prix très inférieur à un prix de terrain constructible et permettra de répondre à des besoins qui sont criants au niveau de notre intercommunalité. Et cet acte d'anticipation, vous le critiquez aujourd'hui, mais il aurait déjà dû être fait il y a de nombreuses années. Je suis désolé, mais je ne critique pas cette anticipation. Moi, ce que je critique simplement, c'est que vous dites clairement, on n'a pas de terrain, donc c'est cher. Donc, ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher, mais c'est pas parce que c'est cher qu'il y en a le plus. Alors, on va juste expliquer que le terrain dans son zonage est en 2AU. Alors, vous pouvez contester le PLU de la ville de Guérande qui est adopté depuis 2017. Vous parlez du trait qui a été déplacé. Le trait, il a été fixé en 2017 avec les services de l'État. Aujourd'hui, on ne déplace pas le trait. Donc, c'est une valeur d'un terrain qui est classé en 2AU, dont l'estimation est donnée par les domaines, donc clairement qui n'a absolument pas l'évaluation d'une terre agricole, parce qu'il n'est pas en zone N, il est en zone 2AU. C'est ce qui fait, Monsieur Samamalou vous l'a expliqué,
la valorisation et prix du foncier. Je comprends tout à fait, mais c'est vrai que c'est même si ça a été déplacé, ce trait, moi j'en reviens toujours. Ce trait, il a été déplacé à un moment donné. C'est bien la collectivité qui l'a déplacé. Oui, il a été urbain et tout ça. Il a été fixé en 2017. Bon, et bien voilà. Il a été fixé par qui? Par la Mais que vous soyez d'accord ou pas, le trait est fixé. Bon, donc on va pas déplacer le trait. Le terrain a été mis en anticipation en zone à urbaniser, en 2AU. Il était fait avant la mise en place de la loi climat et résilience et du ZAN. Donc, c'est une réelle opportunité. Oui, Norbert Samanin. Oui, juste pour compléter, quand vous rentrez en négociation amiable, vous ne rentrez pas en contact avec un propriétaire qui va vous dire moi je considère que je vais bouger le trait d'une manière ou d'une autre. Que ce soit du côté de l'acquéreur, que ce soit du côté du vendeur. L'estimation des domaines se fait de la même manière, elle tient compte de l'état du PLU, qui n'est pas modifiable en soi, sauf à engager différentes procédures, et qui seront donc, là, vous êtes en négociation amiable, vous tenez compte du classement et on est en zone 2AU, comme vous l'a expliqué, Monsieur le Président, et non en zone M, et vous tenez compte de l'avis des domaines, qui lui-même tient compte de cette classification. Donc, les choses sont en réalité extrêmement simples. Et c'est plutôt une opportunité que saisit Cap Atlantique au bénéfice de nos concitoyens, parce que ce terrain, si demain, comme vous le dites, la ligne devait bouger différemment, peut-être que ce terrain serait susceptible d'acquérir une autre valeur. Donc, au contraire, c'est une bonne opportunité et il est cohérent et pertinent que la collectivité, c'est-à-dire l'intercommunalité, s'y engage dans ce sens. Oui, Jacques Renaud, vous souhaitiez intervenir aussi. Merci, monsieur le Président. À quoi donc est destiné ce terrain dans le futur? Alors justement, l'usage, et ça fait sens avec le travail que nous avons fait précédemment en amont de ce conseil communautaire, c'est la possibilité pour l'agglo de se constituer donc une réserve foncière avec une opportunité, vous l'avez vu, sur une surface relativement importante de 1,9 hectares. Aujourd'hui, l'agglo n'a rien prévu pour l'instant dans son budget au niveau des investissements. La priorité que nous avons, c'est déjà d'en avoir la maîtrise foncière. D'ailleurs, je n'ai pas été interpellé, mais dans la décision modificative du budget principal que Hubert devait présenter, il y avait justement aussi cette modification pour permettre l'acquisition de cette parcelle. Mais aujourd'hui, l'enjeu, et Norbert Samarin vous l'a dit, sur l'EPCI Cap Atlantique, nous avons quasi un patrimoine foncier nul, inexistant. Donc c'est aussi l'opportunité dans le cadre d'une transaction à l'amiable entre le vendeur et l'acquéreur, sans passer par tout le dispositif de préemption et autres, qui nous permettent d'engager cette démarche et justement de porter une vision à long terme sur l'aménagement futur du territoire. Oui, Norbert. Oui, pour ajouter une petite précision à la chose, c'est que vous avez la promesse de vente qui est jointe à la délibération et vous y trouverez justement au titre des conditions suspensibles l'objet large qui a été signifié, y compris aux vendeurs. Les parties conviennent que les résultats des études de sol et ainsi de suite ne devront pas remettre en cause la réalisation technique et ou économique des opérations de construction d'ensemble immobilier. Donc, les choses sont dites en l'état, on se laisse, et l'intercommunalité se laisse la capacité, à travers cette parcelle, de faire la constructibilité d'un ensemble immobilier ou d'un équipement. Très bien. Donc écoutez, je vous propose que nous mettions en voie ce point numéro 44, point numéro 44, acquisition de la parcelle. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Point numéro 45, renouvellement de la convention d'utilisation de l'aire de loisirs de l'île de la Pâture. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 46, il s'agit de la convention de partenariat pour l'accueil de la course du Figaro à Périac-sur-Mer en septembre 2023. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le dernier point, le point numéro 47, il s'agit de la participation de Cap Atlantique au Tour de Bretagne 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour des délibérations. Donc, il me reste aussi à vous informer que vous avez accès donc au tableau des décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande, donc qui sont mis à votre connaissance. Vous informer également que le prochain conseil communautaire donc se tiendra le 21 septembre 2023 et qu'en amont de ce conseil communautaire, il vous sera présenté avec Claude Baudet le nouveau délégataire du service eau potable de Cap Atlantique et du service assainissement. Donc nous consacrerons une présentation du lauréat avant la mise au vote au conseil communautaire du 21 septembre. Donc il me reste à vous souhaiter une belle pause estivale. Oui, Didier Cadreau. Monsieur le Président, alors c'est plus de l'info pour vous les élus. Donc avec Michel, Madame le maire, du Croisic, Michel Kellard, on a reçu nos amis pêcheurs et toute la filière de la pêche ce matin, les marieurs, les journalistes. Pourquoi le CIM, le syndicat mixte des ports de Loire-Atlantique, ont lancé une étude qu'ils appellent le POPI. Et donc cette étude, c'est un rapprochement des criers. En gros, fermeture, crier La Tourballe et le Croisic. Donc j'espère quand ils vont, cette étude va être finie fin 2024. Donc si des fois le département qui va choisir avec le syndicat mixte ont cette tendance, j'espère que vous nous soutiendrez. Michel, peut-être quelque chose à rajouter? Oui, ça a été un point presse intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la filière pêche, il faut absolument qu'on la sauve tous et qu'on soit tous solidaires. Là, on se bat, le Croisic et la Turballe, mais je rappelle que notre territoire, c'est un territoire aussi de mer, et il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on essaie de sauver notre filière pêche. Là, on n'est pas là pour parler de nos deux ports, mais nos deux ports doivent exister, sont complémentaires, et ça serait bien qu'on se batte ensemble, et on vous en remercie à l'avance. Alors à Didier et Michel, je vous informe que l'AGLO est à vos côtés. Hein, nous sommes solidaires de ces activités et de cette économie qui forge l'identité du territoire. Merci à toutes et tous. Alors belle pause estivale pour ceux qui ont cette chance et très belle soirée à toutes et tous. Merci.